Bonsoir à tous et bienvenue sur Actu Afro, votre chaîne d'information africaine en continu. Aujourd'hui, focus sur la situation politique au sein de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Officiellement, les partis politiques n'ont pas été supprimés. Cependant, dans les faits, leurs activités sont fortement entravées dans les trois pays. Au Mali, les partis restent actifs malgré de fortes pressions. Regroupés au sein de l'IPAC, ils organisent régulièrement des manifestations pour exiger un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Au Burkina Faso, en revanche, la situation est plus tendue. La peur, la répression et les arrestations ont largement paralysé l'opposition, qui semble aujourd'hui résignée. Quant au Niger, plusieurs partis ont été dissous et les activités politiques sont actuellement suspendues. Ces restrictions s'inscrivent dans un recul global des libertés publiques, justifié par les autorités militaires au nom de la sécurité et de la stabilité. Index vert pointant vers la droite blanc, abonnez-vous à Actu Afro. Activez la cloche et restez connectés à l'essentiel de l'actualité internationale et surtout les différents passés historiques, on se rend compte que l'AES est dans une dynamique de copier ce qui a été présenté. Par exemple, quand je prends le cas de Singapour, où à un moment donné, le président a dû prendre des mesures très difficiles en supprimant la liberté d'expression et qui a produit un miracle. C'est un Singapourien qui inspire beaucoup. Donc je me dis que dans cette dynamique-là, ça peut inspirer. L'autre chose que j'observe, c'est que les réalités de 1960 ne sont pas les réalités de 2026, dans la mesure où aujourd'hui nous sommes dans un espace géoplanétaire très ouvert, où tout ce que vous faites est analysé et la capacité à étouffer la liberté d'expression se réduit de jour en jour. C'est pourquoi, pour moi, la suppression des partis politiques se présente même comme le fondement même de la menace et de la stabilité de ces espaces-là. Parce que si moi, j'avais sincèrement une orientation à donner en termes d'approche, ce qui était souhaitable, c'était de laisser les partis politiques. Parce que ça permet de voir autrement et d'ajuster votre politique et surtout de convaincre vos adversaires. Parce que lorsque vous supprimez les partis politiques, quel est l'effet induit? C'est que ces personnes qui n'ont pas la capacité de s'exprimer autrement. Alors que vous, dans votre manière de vous exprimer autrement, vous avez pris les armes pour arriver au pouvoir. Donc moi, c'est cette ambivalence-là que je questionne. Et je me dis que le fait de supprimer les partis politiques est la source même d'une probable déstabilisation. Et qui pourrait revenir même de la population. Ah, c'est bon, Josias. Alors, pour parler de recul des démocraties, je pense qu'il faut se questionner déjà et regarder si on est déjà en démocratie. Au Burkina, on n'est plus en démocratie depuis un bon moment. Et le 1er avril 2025, c'est le président lui-même qui le disait. Le président de la transition, Ibrahim Traoré, qui disait, pour citer rapidement, il faut le rappeler, ici, nous ne sommes pas en démocratie. Nous sommes en révolution progressiste populaire. Alors, la révolution progressiste populaire, c'est la façon néo de ce qui était à l'époque la RDP, la révolution démocratique et populaire, qui a été initiée à partir du 4 août 1983 par M. Sankara. Alors, lorsqu'il lance cet appel-là, lorsqu'il lance ses propos et on va dire cette conception nouvelle du Burkina Faso, il s'inscrit également dans la raison pour laquelle il a réalisé ce qu'il a fait en septembre 2022, le coup d'État. Il est venu pour une révolution. Et lorsqu'on parle de révolution, on parle de changement généralement radical et direct du système, qu'il soit social, politique, dans lequel on se trouve. Donc, lorsqu'il dissout à partir de cet instant les partis politiques, ça converge avec cette volonté qu'il a inspirée en septembre 2022 lorsqu'il réalisait le coup d'État. Mais ça ressemble aussi à quelque chose qu'on a connu, nous, Ivoiriens, en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on avait la Première République, avec la première Constitution, donc la Constitution de 1960, pardon, celle de 1958, qui a été par la suite celle de 1960, on avait à l'article 7 le principe selon lequel il fallait qu'on ait plusieurs partis politiques qui puissent également s'exprimer librement en Côte d'Ivoire. Le président Houphouët-Boigny a jugé bon, selon sa lecture future de la Côte d'Ivoire, qu'il ne fallait pas permettre à ce que ces partis politiques puissent exister. Donc, dans l'ensemble, on a une sorte de parti unique, parti État. Quelle a été la finalité? On a eu par la suite, en avril 1990, le retour du multipartisme. Mais on a connu, avant d'arriver en 1990, une sorte d'évolution économique, de progression du pays. On a parlé même du miracle ivoirien. Alors, si on renvoie ça au cas du Burkina Faso, la question, à mon sens, ce n'est pas réellement ou forcément de savoir si on recule en termes de démocratie, mais quel pourrait être l'impact de cette décision-là. Alors, lorsqu'on est confronté au cas du Burkina Faso, qui est plutôt sécuritaire, à mon sens, que toute autre chose, est-ce que dissoudre les partis politiques pourrait nous permettre à la réalité de répondre à la question sécuritaire? Alors, il y a l'argument qui est avancé par le ministre de l'Intérieur du Burkina Faso qui dit que le problème ici, c'est la divergence qui est créée par les partis politiques. Parce qu'il veut faire monter, il veut montrer également une conception claire du Burkinabé et du Burkina Faso qui va permettre à ce qu'on puisse, comme le combat de M. Sankara, permettre et évincer tous ceux qui sont dans le Burkina Faso et qui pourraient peut-être un jour servir les intérêts
néo-impérialistes qui sont défendus par d'autres puissances. Donc, si on ne permet plus à ce que ces partis politiques-là puissent aller dans un discours ou conduire les citoyens dans une conception différente du message qu'on veut véhiculer, ça s'inscrit logiquement dans ce qu'on veut réaliser. Et est-ce que cela pourra être bénéfique? Oui, dans une certaine mesure, parce que ça permettra d'avoir un seul et unique discours, officiellement et publiquement, celui de M. Ibrahim Traoré et son équipe. Donc on pourra réussir peut-être à formater, à reconstituer, à recréer le Burkinabé, mais dans le long terme, si on n'arrive pas forcément à résoudre le problème qui est celui de la sécurité, est-ce que ceux qui sont ou qui ont été des partis politiques ou dans ces partis politiques-là ne vont pas utiliser d'autres canaux par la suite pour pouvoir s'exprimer? Ça, c'est aussi une question qui, à mon sens, faudrait creuser. D'ailleurs, Émile Zerbo, qui est le ministre de l'administration territoriale du Burkina Faso, qui accuse d'ailleurs le système partisan d'avoir, dit-il, divisé la population burkinabé et que cette mesure vise à le remettre à plat dans son intégrité. Alamine Fofana. Oui, par rapport à cette question, déjà on est clair sur le principe, il y a contradiction. La démocratie dit X, l'action observée dit Y. Mais après, il faut aller un peu plus en profondeur par rapport à la sociologie du pays en question, par rapport à la sociologie de la zone et l'histoire. Joseph disait quelque chose d'assez intéressant par rapport à la Côte d'Ivoire, on l'a connu nous-mêmes ici. La volonté de tuer les spécificités, les velléités d'ambition politique au profit d'une unité nationale. Si on a parlé des miracles économiques ivoiriens avant 90, est-ce que le prix de cette unité ivoirienne en apparence, c'est pas elle-même qui a conduit la Côte d'Ivoire à 15 ans de crise? Donc quand le président Félix Houphouët-Boigny n'est plus, entre 1995 et 2010, la Côte d'Ivoire a connu une succession de crises. Il nous pose une question fondamentale. Est-ce qu'on peut construire un développement durable sans démocratie d'un pays démocratique? C'est tout le paradoxe qui est là. Il est possible d'avoir des résultats ponctuels, des résultats à court terme. Mais est-ce que sur la durée, entorser le coût de la démocratie peut conduire à un développement pérenne, solide, dans un État qui se dit démocratique? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que si vous empêchez les gens de s'exprimer de manière officielle, ils vont s'exprimer de manière officieuse. Et très souvent, l'expression officieuse est plus dangereuse que l'expression officielle. Mais attention, en général, au Burkina Faso, les décisions prises par le régime en place sont plutôt favorablement accueillies de ce qu'on voit par les populations. Il ne faut pas confondre les populations et puis la foule. En Côte d'Ivoire, il y a 32 millions d'Ivoiriens, il y a 32 millions d'habitants. Donc si 200 000 personnes prennent les rues de Yopougon, ils vont dire les populations ivoiriennes, il ne faut pas confondre la population et la foule. Il y a des millions de Burkinabés qui ont des aspirations autres que ceux prônés par le régime, mais qui n'ont pas un cadre justement d'expression au prix de leur vie ou bien au prix de complications dans la société. Pour moi, c'est la raison pour laquelle, lorsque j'entends certaines personnes qui disent que la démocratie n'est pas faite pour les Africains, ça me fait mal. Parce que justement, même la démocratie est faite pour les Africaines. Parce qu'en situation de démocratie, regardez un peu les comportements de certains hommes politiques. Tout continent, tout pays confondu, ce n'est pas seulement les États de l'AES. Donc imaginez s'il n'y avait pas ce minimum démocratique-là qui essayait de pouvoir encadrer les choses. Donc c'est une autre dérive parmi une série de dérives connues ultérieurement. Avant de parler de démocratie, la clé de la démocratie, c'est la loi. Si la loi n'arrive pas à être générale et impersonnelle, on se retire plus de la démocratie. L'égalité, la liberté, les critères de la démocratie, c'est encore compliqué. Maintenant, ici, on arrive à un niveau où on essaie de fermer le pluralisme démocratique, ce qui est assez grave. Parce que dans un pays rempli d'intellectuels et de personnes intelligentes, il ne peut pas avoir une seule intelligentsia capable de pouvoir détecter les problématiques, actionner les solutions et puis résoudre les problèmes des populations. Ce n'est pas possible. Raison pour laquelle la démocratie, c'est qu'on n'a pas les mêmes manières de penser. Et la vérité, souvent, naît dans la discussion. Donc, c'est le premier principe de la démocratie, la délibération. Donc, c'est l'éthique de la discussion, discuter, échanger. Si on ferme cette capacité à discussion, on ferme aussi une bonne partie des solutions. L'autre chose aussi, c'est la mutualisation des compétences. En démocratie, la compétence n'est pas propre à un régime ou bien forcément à une idéologie. Donc, la simple présence d'opposition pour discuter, amender, améliorer, critiquer, permet aux décideurs publics de mieux voir et de mieux comprendre. Donc pour moi, cette solution-là complique un peu plus les choses que ne facilite les choses.